Le Titanic n'a pas coulé. Si vous avez déjà entendu cette phrase, c'est que vous avez croisé une fausse information. Les fausses informations, c'est vraiment très intéressant à étudier, parce que ce sont des histoires, rien d'autre que des histoires. Mais vous allez voir, les problèmes arrivent quand on se met à prendre des histoires fictives pour des faits réels. Titanic, le bateau qui n'a jamais coulé. C'est le titre d'un livre publié en Angleterre en 1998 et écrit par Robin Gardiner. C'est en fait le deuxième ouvrage de l'auteur sur le Titanic. La même année, les éditions Michel Lafon publient le premier ouvrage de Gardiner, L'énigme du Titanic, coécrit avec Dan van der Vaart. 1998 semble donc être l'année du succès pour Gardiner. Surtout qu'on est en pleine Titanic Mania. L'année précédente, en 1997, le film à gros budget de James Cameron a ramené dans la mémoire collective le souvenir du naufrage du Titanic. Et on peut dire que depuis, tout est bon pour gratter un billet. Et si en plus on affirme que l'histoire du célèbre bateau et de son naufrage ne sont pas tout à fait ce que les historiens disent depuis 1912, c'est encore mieux. Parce que Robin Gardiner a choisi de s'inscrire dans un champ particulier de l'information, celui des fausses informations. Mais Gardiner, il est malin. Il a suffisamment de connaissances sur le Titanic pour créer une histoire intéressante. Gardiner est un vrai passionné du Titanic depuis son adolescence dans les années 60. À une époque où Internet n'existe pas, il doit parcourir des kilomètres pour se rendre dans les grandes bibliothèques que possède l'Angleterre. Il y passe des heures à étudier des archives sur des microfiches. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa ténacité et sa passion. Il veut tout savoir sur le Titanic, de sa construction à la dernière minute de son existence avant sa plongée dans l'eau glacée de l'Atlantique. En 1996, il coécrit L'énigme du Titanic, qui sera publié 2 ans plus tard en France par les éditions Michel Lafon. Et dans ce livre, il n'est question que d'histoire avec un grand H. Le livre est d'ailleurs intéressant car il ne se centre pas que sur le Titanic, mais il explique les contextes géopolitiques de l'époque. Il n'y a qu'à la fin du livre qu'on sent que, pour Gardiner, l'histoire avec un grand H, c'est bien, mais c'est pas vraiment palpitant. Alors il nous prévient. Et si dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, ce n'était pas le Titanic qui a coulé, mais son jumeau, l'Olympique. Alors quand 2 ans plus tard le livre Titanic, le bateau qui n'a jamais coulé est publié, il a de quoi intriguer. Et en le lisant, on est saisi par la différence avec le livre précédent. L'auteur semble toujours être féru d'histoire, mais cette fois, il se passe quelque chose de bizarre. C'est comme si Gardiner présentait de vrais faits historiques, mais qu'il usait cette fois d'une tactique bien connue dans la manipulation, les pseudo-causalités. Les faits historiques n'existent plus que pour prouver sa théorie. Ce n'est pas le Titanic qui a coulé, mais l'Olympique. Gardiner n'est plus un historien amateur. Il est devenu le créateur d'une œuvre de fiction, dans laquelle tous les éléments du storytelling sont présents. Le storytelling, ou le schéma narratif en français, c'est l'art de raconter des histoires. C'est l'art des auteurs, des scénaristes, des écrivains, bref de tous les créateurs d'œuvres de fiction.
Alors peut-être que Gardiner n'est pas sérieux. Peut-être qu'il n'a publié son second livre que comme une sorte de roman d'un nouveau genre. Robin Gardiner est très sérieux et il n'en démordra jamais. Pour lui, le bateau qui est encore aujourd'hui au fond de l'Atlantique, c'est l'Olympique et pas le Titanic. Et peu importe que des historiens lui prouvent par A plus B que c'est faux. Avec l'émergence d'Internet, la popularité de sa théorie va littéralement exploser. Et c'est une toute nouvelle histoire du Titanic qui émerge. Une histoire dans laquelle les faits ont été remplacés par de la fiction. Et plusieurs documenteurs sont nés de ces histoires d'un nouveau genre. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un documentaire et comment ça fonctionne, vous pouvez aller télécharger le numéro 2 du magazine gratuit La Petite Histoire sur mon site coralineozenblas.com. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez apprendre comment le storytelling a envahi le monde des documentaires, vous allez voir, ça vaut le détour. Alors ici aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment certains s'y prennent pour nous persuader que la fiction est une réalité. On va voir tout de suite 3 tactiques que Gardiner a utilisées dans l'élaboration de sa théorie pour forcer son narratif auprès du public. Alors la première de ces tactiques, c'est le recours aux accusations gratuites. C'est certainement la technique la plus utilisée et disons-le clairement, la plus dégueulasse. Cette technique consiste à accuser quelqu'un d'avoir commis un acte moralement et ou légalement répréhensible. Et bien sûr, si cette personne est morte depuis longtemps et qu'elle n'est plus là pour donner sa version des faits, c'est encore plus facile. Et si cette personne avait une forte influence à son époque et qu'elle était assez riche, c'est le jackpot. On a là un méchant, un antagoniste, tout trouvé pour créer les bases d'une bonne histoire. Bah oui, vous le savez, dans toute bonne histoire, il y a toujours un méchant. C'est d'ailleurs le méchant qui donne souvent tout son sel à l'histoire qui est racontée. Sans grand méchant, pas de grande histoire. Alors les fabricants de bobards cherchent toujours un personnage qui pourra jouer ce rôle. Pour Robin Gardiner, le méchant de son livre et de sa théorie, c'est le banquier J.P. Morgan. Morgan semble le coupable idéal dans un scénario d'arnaque à l'assurance. Bah oui, il était l'une des personnes les plus riches des États-Unis à l'époque. Et il était considéré comme un financier sans scrupules. Donc lui faire porter le chapeau est un jeu d'enfant. La deuxième technique, c'est le recours à des pseudo-preuves. Là encore, c'est une technique assez répandue quand on cherche à forcer un narratif. De façon générale, pour prouver que ce qu'on dit est vrai, il vaut mieux apporter une preuve. Pour prétendre que quelque chose est vrai, en science, comme dans le système judiciaire d'ailleurs, il faut des preuves. Et les fabricants de fausses infos l'ont bien compris. Alors il n'est pas rare de les voir présenter des documents qui servent à prouver que ce qu'ils disent est vrai. Et dans le monde de la fausse information historique, ça prend souvent la forme de photos. Mais les photos c'est bien, mais on peut parfois leur faire dire tout et surtout n'importe quoi. Une photo n'est qu'un support pris à un moment T. On n'a souvent aucune connaissance des contextes. Une photo ne dira jamais ce qu'il s'est passé avant ou après qu'on ait appuyé sur le bouton. Autre problème et de taille, il n'y a rien de plus facile à trafiquer qu'une photo. Même avant Photoshop, on trafiquait déjà les clichés.
Donc la photo n'est pas forcément le support le plus convaincant. Mais il y a un autre problème dont on pense moins souvent. Les photos font souvent l'objet d'interprétations. De façon générale, 3 personnes qui regardent un même cliché n'y verront pas forcément les mêmes choses, surtout si la photo est riche en détails. Robin Gardiner, lui, a résolu le problème. Il ne donne aucune source, mais prétend qu'il a vu des clichés qui prouvent que le paquebot olympique a été maquillé en Titanic. Et où sont les photos, d'après Gardiner? Dans des archives? Dans un musée? Non. Selon Gardiner, elles se trouvent dans une collection privée. Comprenez donc, chez un particulier qui ne veut pas rendre les clichés publics. Donc Gardiner vous demande une chose, c'est de le croire sur parole. Et quand on vous demande de croire sur parole, il vaut mieux se méfier. La troisième technique, c'est ce que j'appelle du vrai pour beaucoup de faux. Elle consiste à créer de fausses infos en mélangeant des informations vraies avec des bobards inventés. Et c'est sûrement la technique la plus redoutable. Parce que pour aller démêler le vrai du faux, bon courage. Si les passionnés d'un sujet pourront repérer les failles, le grand public, lui, n'y verra que du feu. Noyer les éléments véridiques sous de fausses informations, c'est la grande force des schémas narratifs mensongers. On voit d'ailleurs cette technique utilisée dans d'autres types de manipulations, les mensonges, les faux documents ou l'usurpation d'identité. Et en parlant de faux documents, j'ai publié au début de l'année 2022 une analyse complète sur une fausse lettre soi-disant jetée du Titanic que vous pouvez aller télécharger sur mon site coralineozenblas.com. Cette analyse est une analyse scientifique, chiffrée, complète et gratuite. Alors pour lutter contre les fausses informations, je vous propose maintenant 3 techniques. La première, c'est de toujours vérifier les sources de ce qu'on vous affirme. Les fabricants de bobards détestent donner leurs sources. Et c'est en général ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Quand on nous dit quelque chose qui paraît un peu gros, demandez tout de suite la source. Ça doit même devenir une seconde nature. Et vous allez voir que le baratin commence. Ah, je ne m'en souviens plus. Ah, je l'ai quelque part. Ou encore le fameux « c'est un expert qui l'a dit, mais je ne sais plus son nom ». Manque de bol, c'est justement son nom que vous devez exiger. Et bien sûr, vous ne l'aurez pas, ou on vous balancera un nom pour qui le terme expert est un bien grand mot. Bref, pour ne pas se faire avoir, la règle, en fait, elle est simple. Pas de source, égale suspension du jugement. La deuxième astuce, c'est de repérer les différences entre des corrélations et des liens de causalité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une corrélation n'est jamais une causalité. Si je dis JP Morgan possédait le Titanic et le Titanic a coulé, c'est une corrélation. Les deux faits sont vrais, mais ils ne sont pas forcément liés. Ce n'est pas parce que le Titanic appartenait à JP Morgan que c'est JP Morgan qui l'a coulé. Ça s'appelle un lien de causalité, ou plutôt une pseudo-causalité. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est prendre 2 affirmations et créer de toutes pièces un lien de cause à effet totalement artificiel. Et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de fausses informations, en créant des liens de causalité là où il n'y a que des corrélations. Donc, on récapitule. La fabrication de fausses informations
repose sur plusieurs techniques, dont celle d'accuser gratuitement et de recourir à la stratégie du bouc émissaire, de recourir à des pseudo-preuves qui peuvent prendre plusieurs formes, dont celle de technologie comme la photo, de mêler le vrai et le faux pour compliquer la distinction entre les deux. Les fausses informations sont redoutables parce qu'elles sont des histoires au schéma narratif bien construit. Et comme nous sommes tous sensibles aux histoires, on comprend mieux pourquoi ça marche. On peut néanmoins se poser quelques questions devant une histoire trop belle pour être vraie. Vérifier les sources et repérer les corrélations qui deviennent dans la bouche de certains des liens de cause à effet. Robin Gardiner, lui, est décédé en 2017. Son travail sur l'histoire entourant la construction du Titanic est passionnant. Mais il a décidé de quitter le champ de l'histoire pour entrer dans celui des histoires. Alors on va pas se mentir, pour débusquer les fausses informations, ça prend du temps et de l'énergie. C'est la grande force de ce type de manipulation qui mise sur le fait que nous ne sommes pas suffisamment armés contre elles. Alors le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Si le sujet des manipulations vous passionne, rejoignez-moi tout de suite sur le site coralineozenblas.com et inscrivez-vous à la newsletter du site. Chaque mois, vous recevrez un contenu bonus exclusif. Si vous en avez assez que les manipulations dirigent votre vie, c'est sur coralineozenblas.com que ça se passe. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre type de fabrication, la fabrication de faux souvenirs. Si le recours à l'hypnose est aujourd'hui banalisé, vous verrez que mettre son esprit entre les mains de n'importe qui peut avoir de sérieuses conséquences. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.